À la fin de l'année 1793, la France révolutionnaire se trouve plongée dans une tourmente politique et militaire sans précédent. Depuis la chute de la monarchie en août 1792 et l'exécution du roi Louis XVI en janvier 1793, la jeune République affronte à la fois des ennemis intérieurs et des puissances étrangères coalisées. La Convention nationale, dominée par les montagnards et les partisans de Robespierre, tente de sauver la Révolution en luttant sur plusieurs fronts. Dans le Sud, la situation devient critique après l'insurrection fédéraliste qui éclate dans plusieurs grandes villes, dont Marseille, Lyon et Toulon. Toulon, port militaire stratégique de la Méditerranée, abrite la principale base navale française et une partie importante de la flotte. Cette ville, profondément marquée par les tensions entre royalistes et révolutionnaires, entre dans la tourmente lorsque ses habitants se soulèvent contre la Convention nationale. En juin 1793, les autorités révolutionnaires sont chassées de la cité et le commandement local fait appel aux Anglais pour obtenir protection. L'amiral Samuel Hood, qui commande la flotte britannique en Méditerranée, saisit l'occasion pour frapper un coup décisif contre la France républicaine. En août, il fait entrer ses navires dans le port de Toulon, sous prétexte de protéger la ville, mais en réalité pour s'en emparer. Les troupes anglaises, espagnoles et napolitaines occupent alors les forts et les batteries côtières, tandis que les insurgés livrent la flotte française au roi d'Angleterre. Cette trahison provoque la fureur de la Convention. Le comité de salut public, conscient de l'importance stratégique de Toulon, ordonne une offensive immédiate pour reprendre la ville et détruire la flotte ennemie. C'est dans ce contexte dramatique qu'apparaît un jeune officier d'artillerie corse, Napoléon Bonaparte, alors âgé d'environ 24 ans. Sorti de l'école militaire de Paris quelques années plus tôt, il a servi brièvement en Corse, puis dans l'armée du continent, avant d'être affecté à l'armée du Midi. Son intelligence vive, son esprit méthodique et sa solide formation scientifique en font un officier remarqué, mais jusqu'alors inconnu du grand public et des dirigeants politiques. Lorsque l'armée républicaine se présente devant Toulon à la fin de l'été, la confusion règne parmi les généraux. Le commandement supérieur est assuré d'abord par le général Jean-François Carteau, ancien peintre devenu soldat par enthousiasme révolutionnaire. S'il est courageux, il n'a ni expérience stratégique ni réelle compétence militaire. Les attaques contre les positions ennemies échouent les unes après les autres, faute de coordination et de plan clair. C'est alors que Napoléon, nommé capitaine d'artillerie, commence à attirer l'attention par ses observations précises. Il constate rapidement que les forces républicaines ne pourront jamais reprendre la ville sans neutraliser les hauteurs qui dominent la rade, en particulier le promontoire de l'Aiguillette et le fort Mulgrave que tiennent les Anglais. Il rédige un mémoire détaillé dans lequel il expose un plan complet d'opération fondé sur la concentration du feu de l'artillerie et la prise méthodique des positions clés. Ses supérieurs, d'abord sceptiques, finissent par reconnaître la justesse de ses analyses. Lorsque le représentant du peuple Augustin Robespierre, frère cadet de Maximilien, arrive à Toulon pour rétablir la discipline et accélérer l'offensive, il découvre ce jeune officier audacieux et instruit. Impressionné par son énergie et sa clarté d'esprit, il le promeut chef de bataillon, puis commandant de l'artillerie de siège. Ce tournant marque le véritable début de la carrière militaire de Napoléon Bonaparte. Tandis que les armées de la République s'efforcent de contenir la coalition sur les frontières du Nord et de l'Est, le destin de la Révolution se joue aussi dans ce port du Sud où s'affrontent l'ordre ancien et la France nouvelle. Toulon devient ainsi le théâtre où un jeune homme, encore inconnu, commence à forger la légende de celui qui, quelques années plus tard, bouleversera le monde. Au début de l'automne de l'an 1793, les armées républicaines installées autour de Toulon se trouvent dans une situation précaire. Les troupes de la coalition, composées d'Anglais, d'Espagnols, de Piémontais et de Napolitains, tiennent solidement les positions fortifiées autour du port et disposent du soutien des navires ennemis ancrés dans la rade. L'armée française, mal équipée, composée en partie de volontaires et de recrues sans expérience, souffre du manque de discipline, de vivres et de munitions. C'est dans ce chaos que Napoléon Bonaparte, désormais responsable de l'artillerie, commence à imposer son organisation. Il inspecte les batteries existantes, en fait déplacer certaines, construit de nouvelles positions et améliore l'efficacité du feu.
Son regard technique saisit immédiatement que la clé du siège réside non pas dans un assaut direct contre les murailles de la ville, mais dans la maîtrise des hauteurs dominant le port et la rade. L'idée était simple et audacieuse. En prenant le contrôle des collines de l'Aiguillette et de Balaguier, les Français pourront placer leur artillerie de manière à bombarder les navires ennemis et couper toute communication entre la ville et la flotte. Pour exécuter ce plan, Napoléon supervise personnellement la construction des batteries. Il nomme chacune d'elles avec un soin symbolique. La batterie des sans-culottes, la batterie des hommes sans peur, la batterie des Jacobins. Ces noms, chargés de ferveur révolutionnaire, galvanisent les soldats et attirent donc l'attention des représentants en mission, qui voient naître dans le jeune artilleur un patriote aussi zélé qu'un technicien hors pair. Chaque nuit, sous le feu ennemi, les soldats travaillent à ériger des positions, à creuser des tranchées, à hisser les canons sur des pentes abruptes. Napoléon dirige tout, corrige les plans, ajuste les distances, calcule la portée des pièces. Il dort peu, mange rarement et passe d'un poste à l'autre pour encourager ses hommes. Son énergie et sa précision inspirent pour la confiance. Peu à peu, les pièces d'artillerie françaises commencent à dominer le champ de bataille. Les premiers tirs efficaces contre les navires anglais au large provoquent mais l'étonnement et la colère de l'amiral Hood. Celui-ci comprend le danger et ordonne des contre-bombardements. Les Anglais tentent plusieurs sorties pour détruire les batteries naissantes, notamment celles de l'Aiguillette, mais Napoléon, anticipant leurs mouvements, place ses canons de réserve et repousse les attaques. Le terrain autour de Toulon devient un théâtre d'ingéniosité et de souffrance. Les collines se couvrent de fumée, les tirs d'artillerie résonnent jour et nuit, les vivres manquent des deux côtés, et la fatigue mine les soldats. Pourtant, la supériorité tactique commence à changer de camp. Napoléon rédige des rapports quotidiens au représentant Augustin Robespierre, expliquant la progression du siège et l'importance de concentrer les efforts sur le fort Mulgrave, position cruciale tenue par les Anglais et leurs alliés espagnols. Ce fort, que les soldats appellent ironiquement le Petit Gibraltar, domine la rade et protège directement la route vers le port. Sa capture signifierait la perte du contrôle naval pour les ennemis. Bonaparte insiste, sans Mulgrave, il n'y aura pas de victoire. Le général Cartaux, incapable de comprendre pleinement la portée de cette analyse, hésite et tergiverse. Les jours passent, les pertes s'accumulent et l'impatience des représentants du peuple grandit. Devant l'inaction du commandement, Cartaux est finalement remplacé par le général D'Oppet, ancien médecin devenu militaire. Mais celui-ci, tout aussi inexpérimenté, se montre encore plus indécis. Pendant ce temps, Napoléon continue à perfectionner son dispositif. Il regroupe les pièces les plus puissantes dans les positions dominantes, multiplie les batteries convergentes et prépare l'assaut final contre le fort Mulgrave. Ces efforts ne passent tout pas inaperçus. Les représentants en mission, notamment Augustin Robespierre et Antoine Salicetti, adressent à Paris des rapports élogieux, vantant l'intelligence, la méthode et le courage du jeune Corse. On commence à parler de lui comme d'un officier exceptionnel, capable de donner un nouveau souffle à une armée démoralisée. La rigueur de son travail contraste avec le désordre ambiant et témoigne d'un sens de la stratégie rare pour son âge. Tandis que les combats se poursuivent, la population toulonnaise, épuisée par la guerre et les privations, commence à douter de la promesse anglaise de protection. Les navires ennemis tirent depuis la rade, les maisons brûlent, et la ville, jadis prospère, n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Bonaparte, lui, reste concentré sur l'objectif. Il écrit à ses supérieurs « Donnez-moi des canons et des hommes, et je vous promets Toulon ». Ces mots résument son ambition et son assurance. L'armée républicaine, désormais sous le commandement du général Dugommier, un officier d'expérience venu du front des Pyrénées, reçoit enfin un chef capable de comprendre la valeur du plan de Napoléon. Dès son arrivée, Dugommier écoute attentivement les propositions de l'artilleur, approuve son analyse et ordonne la mise en œuvre immédiate de son plan. La stratégie de Bonaparte devient ainsi la ligne directrice de toute l'opération. Le siège entre alors dans sa phase décisive où la science du jeune capitaine et la résolution du nouveau général vont s'unir pour décider du sort de Toulon et du destin de la République. Lorsque le général Dugommier prend le commandement de l'armée devant Toulon, à la fin du mois de novembre de l'an 1793, il trouve une troupe enfin organisée mais épuisée par plusieurs mois de siège.
Les soldats manquent de chaussures, de vêtements, de poudre et de vivres, mais leur morale se relève grâce à l'énergie contagieuse du jeune Bonaparte. Celui-ci, désormais reconnu comme le véritable cerveau de l'opération, expose à Dugommier un plan détaillé d'attaque. Il explique que le point clé est toujours le fort Mulgrave. Cette forteresse improvisée mais solidement défendue par les Anglais et les Espagnols. Si l'on parvient à s'en emparer, la rade de Toulon tombera sous le feu croisé de l'artillerie française, rendant impossible la présence des navires ennemis. Dugommier approuve sans hésiter et ordonne la préparation de l'assaut. Pendant plusieurs jours, Napoléon concentre ses efforts sur l'achèvement des batteries. Les tranchées avancent sous les canons ennemis, les pièces tombent des pièces sont déplacées de nuit, les munitions transportées sur le dos des soldats et des mules. Chaque obus, chaque boulet est compté, chaque tir mesuré avec précision. Le 23e jour du mois de décembre, à l'aube, le signal est donné. Les troupes républicaines se lancent à l'assaut du fort Mulgrave sous une pluie de balles et de mitrailles. Napoléon, présent sur le terrain, dirige le feu de ses batteries avec un calme impressionnant. Il observe les trajectoires, corrige les visées, fait avancer les pièces à mesure que les fantassins gagnent du terrain. L'air est saturé de fumée et de cris, le sol couvert de cadavres. Parmi les premiers à pénétrer dans le fort, le capitaine Muiron, compagnon de Napoléon, se distingue par son courage. Les combats se livrent à la baïonnette, les positions changent de main plusieurs fois au cours de la journée. Enfin, à la tombée de la nuit, le drapeau tricolore flotte sur les ruines de Mulgrave. Le succès est décisif, mais le prix est lourd. Le général Dugommier, blessé, continue à commander malgré la douleur, tandis que de nombreux officiers tombent autour de lui. Napoléon, lui, est atteint d'un coup d'épée à la cuisse par un soldat anglais lors d'une contre-attaque, mais refuse de quitter le champ de bataille. Sa blessure n'entame pas sa détermination. Dès le lendemain, les Français installent de nouvelles batteries sur les hauteurs conquises et ouvrent un feu dévastateur sur la rade. Les boulets s'abattent sur les navires ennemis, enflamment plusieurs bâtiments espagnols et provoquant la panique dans la flotte alliée. L'amiral Hood comprend que la position est intenable. Si les Français prennent la colline de l'Aiguillette, la rade entière sera perdue. Il donne alors l'ordre d'évacuer la ville et de détruire les navires français capturés pour qu'ils ne retombent pas entre les mains de la République. Dans la nuit du 24e au 25e décembre, des explosions gigantesques secouent le port. Les arsenaux brûlent, les mâts des vaisseaux flambent dans le ciel noir, les flammes se reflètent d'âne sur la mer comme sur un miroir. Les habitants terrifiés cherchent à fuir, tandis que les troupes anglaises et espagnoles embarquent dans la confusion. Les cris, le fracas des canons et le rugissement du feu composent une scène d'apocalypse. Au matin, Toulon n'est plus qu'un champ de cendres et de ruines. Lorsque les troupes républicaines pénètrent dans la ville, elles découvrent un spectacle de désolation. Les cadavres jonchent les rues, les maisons sont éventrées, les entrepôts calcinés. Mais la victoire est totale. Les représentants du peuple proclament que la République est vengée. Le comité de salut public à Paris reçoit la nouvelle avec un immense soulagement. La perte de Toulon aurait pu ouvrir la Méditerranée entière aux Anglais. Sa reprise symbolise la renaissance de la puissance révolutionnaire. Augustin Robespierre et Salicetti félicitent Napoléon dans leurs rapports officiels, soulignant que le citoyen Bonaparte, a rendu à la patrie un service immense par son génie et son activité. Quelques jours plus tard, la Convention approuve sa promotion au grade de général de brigade en récompense de ses mérites pendant le siège. Ce jeune officier, presque inconnu quelques mois plus tôt, devient soudain célèbre dans toute la République. Les journaux révolutionnaires rapportent de son nom, les représentants le citent comme modèle de patriotisme et de compétence. Pour la première fois, Napoléon entre dans la lumière publique. Cependant, derrière la gloire, la victoire de Toulon révèle déjà certains traits de son caractère qui marqueront toute sa carrière. La précision dans l'exécution, le sens de la stratégie globale, mais aussi une volonté inflexible et une ambition latente. À travers cette opération méthodique, il a prouvé que la science et la discipline pouvaient s'y vaincre la confusion et la force brute. L'artillerie, arme qu'il maîtrise mieux que quiconque, est devenue entre ses mains un instrument d'intelligence autant que de destruction. En quelques semaines, ce fils d'un modeste gentilhomme corse a changé le cours d'une guerre locale et, sans le savoir encore, ouvert la voie à son destin impérial.
La nouvelle de la reprise de Toulon par les troupes républicaines à la fin du mois de décembre de l'an 1793 se répand rapidement à travers toute la France. Dans un pays accablé par la guerre civile, les pénuries et la terreur, cette victoire retentit comme un triomphe salvateur. La Convention nationale salue la libération du grand port méditerranéen comme un événement décisif. Le comité de salut public, dirigé par Maximilien Robespierre, Couthon et Saint-Just, félicite l'armée du Midi et rend un hommage particulier au général Dugommier, blessé mais victorieux, ainsi qu'à son jeune chef d'artillerie, le citoyen Bonaparte. Dans les clubs jacobins, on prononce son nom avec admiration. Le frère du représentant Augustin Robespierre écrit à Paris pour recommander ce jeune officier corse, dont l'esprit clair et la rigueur scientifique ont été les clés du succès. Bonaparte devient un héros de la République. Pourtant, à cette époque, il n'est encore qu'un homme parmi d'autres, sans fortune ni relation puissante, mais avec une réputation désormais bien établie dans les cercles militaires. Les jours qui suivent la chute de Toulon sont marqués par des scènes tragiques. Les représailles ordonnées par les représentants en mission frappent durement la population, considérée comme complice de la trahison. Des centaines d'habitants, accusés de royalisme ou de collusion avec les Anglais, sont arrêtés et exécutés. Napoléon, témoin de ces violences, reste silencieux. Il ne participe pas directement aux répressions, mais il n'intervient pas non plus pour les empêcher. Son rôle est désormais ailleurs. Il s'attelle à la réorganisation de l'artillerie de la Méditerranée, inspecte les fortifications et rétablit l'ordre dans les arsenaux dévastés. Son efficacité impressionne de nouveau les autorités. À peine rétabli de sa blessure, il rédige plusieurs rapports techniques d'une grande précision sur la défense côtière, la disposition des batteries et les besoins en matériel. Ces documents, transmis à Paris, confirment sa réputation d'officier instruit et méthodique. Le comité de salut public décide alors de l'envoyer dans le sud pour coordonner les préparatifs d'une future campagne contre les armées ennemies. À ce moment, la Révolution entre dans une phase plus sombre. La terreur s'étend, la méfiance règne et les purges politiques frappent jusqu'aux plus fervents patriotes. Lorsque, au cours de l'été suivant, Robespierre et ses alliés tombent, Napoléon, associé à la mémoire de son frère Augustin, exécuté à Saint-Just après le 9 Thermidor, se retrouve brièvement mis à l'écart. Sa carrière semble menacée, mais son nom reste gravé dans les mémoires militaires, celui du vainqueur de Toulon. Les officiers qui l'ont côtoyé se souviennent de sa précision, de sa lucidité et de son audace. Quelques mois plus tard, ses compétences sont à nouveau sollicitées et il reprend du service dans l'armée d'Italie, où il se distinguera bientôt par de nouvelles victoires. Le siège de Toulon apparaît rétrospectivement comme l'acte fondateur de son ascension. C'est là qu'il a appris à coordonner l'artillerie, à combiner la géométrie du terrain avec la psychologie des soldats, à prévoir les réactions de l'ennemi et à imposer sa volonté à des supérieurs hésitants. C'est là aussi qu'il a compris le pouvoir du symbole. La République, sauvée par la science et le courage, pouvait renaître même dans le feu et les ruines. Pour la France révolutionnaire, Toulon n'était pas seulement une victoire militaire, mais un message politique. Elle montrait au monde que la République, malgré la trahison et le désordre, pouvait triompher par l'intelligence et la discipline de ses enfants. Et parmi ces enfants, un nom commençait à s'imposer, encore modeste, encore obscur pour beaucoup, mais porteur d'un avenir immense. Napoléon Bonaparte, général de brigade à 24 ans, venait d'entrer dans l'histoire. Son génie, révélé dans les collines pierreuses du Midi, allait bientôt se déployer sur les champs de bataille d'Italie, d'Égypte et d'Europe entière. De la fumée de Toulon s'élevait déjà l'ombre de l'Empire à venir. Ainsi l'épisode de l'an 1793, à la fois drame local et tournant mondial, scellait le destin d'un homme et celui d'une nation. La France révolutionnaire, sauvée par un jeune artilleur corse, venait de donner au monde celui qui, en moins de 10 années, allait bouleverser l'équilibre de toute l'Europe. Toulon, ville martyre et berceau d'une légende, resterait pour toujours le premier chapitre de l'épopée napoléonienne.